Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 avril et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un jeune homme qui se remémore avec émotion les moments précieux passés avec Marcel, la marraine qui a marqué son enfance en lui ouvrant le monde infini des rêves. Mais qui était véritablement cette femme qui a disparu de sa vie du jour au lendemain et qu'est-elle devenue ? La réponse va le bouleverser. C'est une nouvelle d'Anatole France intitulée « Marcel aux yeux d'or ». Et juste avant cela, une séance de relaxation pour détendre corps et esprit. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Nous sommes déjà à la mi-avril, ce qui signifie que l'été arrive dans un peu plus d'un mois. Et avec lui la douceur, le soleil, l'insouciance, les amours et l'odeur des nuits estivales. Je vous laisse vous mettre à l'aise, fermer les yeux et vous autoriser à laisser tout le quotidien de côté. Dans un premier temps, prenez un instant pour être simplement présent. Pour apaiser votre respiration, pour faire le calme et pour vous laisser bercer par les mouvements de votre ventre. Laissez votre poitrine se soulever à l'inspire et se baisser à l'expire. Prenez maintenant un instant pour détendre complètement vos pieds et vos chevilles. Et portez à présent votre attention sur les orteils de votre pied droit. Imaginez des mains s'y poser et les masser un par un. D'abord le gros orteil, puis le second, puis le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. On passe maintenant au pied gauche, d'abord le gros orteil, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. Ses mains commencent à présent à vous masser la plante des pieds.
délicatement, avec douceur. En effectuant de petites pressions légères et agréables. De haut en bas, puis de bas en haut. En effectuant de petits cercles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser les mains remonter lentement vers vos chevilles. Continuez d'observer avec curiosité vos sensations et concentrez à présent votre attention sur votre respiration. Sur la température de l'air, plus frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. Pendant la prochaine minute, ne faites rien d'autre que d'être curieux des sensations ressenties et laissez-vous simplement bercer par votre ventre, qui monte et qui descend. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. J'avais 5 ans et une idée du monde que j'ai dû changer depuis. Et c'est dommage, car elle était charmante. Un jour, tandis que j'étais occupé à dessiner des bonshommes, ma mère m'appela sans songer qu'elle me dérangeait. Les mères ont de ces étourderies. Cette fois, il s'agissait de me faire ma toilette. Je n'en sentais pas la nécessité et j'en voyais le désagrément. Je résistais, je faisais des grimaces, j'étais insupportable. Ma mère me dit « Ta marraine va venir, ce serait joli si tu n'étais pas habillée. » Ma marraine. Je ne l'avais pas encore vue, je ne la connaissais pas du tout. Je ne savais même pas qu'elle existât. Mais je savais très bien ce qu'est une marraine. Je l'avais lu dans les contes et vu dans les images. Je savais qu'une marraine est une fée. Je me laissai peigner et savonner tant qu'il plut à ma chère maman. Je songeais à ma marraine avec une extrême curiosité de la connaître. Mais bien que grand questionneur d'ordinaire, je ne demandais rien de tout ce que je brûlais de savoir. Pourquoi ? Vous me demandez pourquoi ? C'est que je n'osais, c'est que les faits tels que je les comprenais voulaient le silence et le mystère. C'est qu'il est dans les sentiments un vague si précieux que l'âme la plus neuve en ce monde est par instinct jalouse de le garder. C'est qu'il existe pour l'enfant comme pour l'homme des choses ineffables. C'est que sans l'avoir connue, j'aimais ma marraine. Je vais bien vous surprendre, mais la vérité a parfois heureusement quelque chose d'imprévu qui la rend supportable.
Ma marraine était belle à souhait. Quand je la vis, je la reconnus. C'était bien celle que j'attendais, c'était ma fée. Je la contemplais sans surprise, ravi. Pour cette fois et par extraordinaire, la nature égalait les rêves de beauté d'un petit enfant. Ma marraine me regarda. Elle avait des yeux d'or. Elle me sourit, et je lui vis des dents aussi petites que les miennes. Elle parla. Sa voix était claire et chantait comme une source dans les bois. Elle me baisa, ses lèvres étaient fraîches, je les sens encore sur ma joue. Je goûtais à la voir une infinie douceur. Et il fallait, paraît-il, que cette rencontre fût charmante de tout point, car le souvenir qui m'en reste est dégagé de tout détail qui l'eût gâté. Il a pris une simplicité lumineuse. C'est la bouche entr'ouverte pour un sourire et pour un baiser, debout les bras ouverts, que m'apparaît invariablement ma marraine. Elle me souleva de terre et me dit « Trésor, laisse-moi voir la couleur de tes yeux. » Puis agitant les boucles de ma chevelure, « Il est blond, mais il deviendra brun. » Ma fée connaissait l'avenir. Pourtant, ses prédictions indulgentes ne l'annonçaient point tout entier. Mes cheveux, aujourd'hui, ne sont plus ni blonds ni noirs. Elle m'envoya le lendemain des joujoux qui ne me parurent pas faits pour moi. Je vivais avec mes livres, mes images, mon pot de colle, mes boîtes de couleurs et tout mon attirail de petit garçon intelligent et chétif, déjà sédentaire, qui s'initiait naïvement par ses jouets à ce sentiment des formes et des couleurs, cause de tant de douleurs et de joie. Les présents choisis par ma marraine n'entraient point dans ses mœurs. C'était un mobilier complet de sport-boy et de petits gymnastes, trapèzes, cordes, barres, poids, haltères, tout ce qu'il faut pour exercer la force d'un enfant et préparer la grâce virile. Par malheur, j'avais déjà le pli du bureau, le goût des découpures faites patiemment le soir à la lampe, le sens profond des images, et quand je sortais de mes amusements d'artiste prédestiné, c'était par des coups de folie, par une rage de désordre, pour jouer éperdument à des jeux sans règles, sans rythme, au voleur, au naufrage, à l'incendie. Tous ces appareils de buis vernis et de fer me parurent froids, lourds, sans caprice et sans âme, jusqu'à ce que ma marraine y eût mis en m'en enseignant l'usage un peu de son charme. Elle soulevait les haltères avec beaucoup de crânerie, et portant les coudes en arrière, elle me montrait comment les barres passées sur le dos et sous les bras développent la poitrine. Ce jour-là, elle me prit sur ses genoux et me promit un bateau avec tous ses gréements, toutes ses voiles et des canons au sabord. Ma marraine parlait marine comme un loup de mer. Elle n'oubliait ni une, ni dunette, ni auban, ni perroquet, ni cacatois. Elle n'en finissait point avec ces mots étranges, et elle mettait comme de l'amitié à les dire. Il lui rappelait sans doute bien des choses. Une fée, cela va sur les eaux. Je ne l'ai pas reçu, ce bateau. Mais je n'ai jamais eu besoin, même en bas âge, de posséder les choses pour en jouir. Et le bateau de la fée m'a occupé bien des heures. Je le voyais. Je le vois encore. Mais ce n'est plus un jouet, c'est un fantôme. Il coule en silence sur une mer brumeuse, et j'aperçois sur son bord une femme immobile, les bras inertes, les yeux grands et vides. Je ne devais plus revoir ma marraine. Mais j'avais alors une idée juste de son caractère. Je sentais qu'elle était née pour plaire et pour aimer, que c'était là son affaire en ce monde. Je ne me trompais pas, hélas. J'ai su depuis que Marcel, elle se nommait Marcel, n'a jamais fait que cela. C'est bien des années plus tard que j'appris quelque chose de sa vie. Marcel et ma mère s'étaient connus au couvent. Mais ma mère,
plus âgée de quelques années, était trop sage et trop mesurée pour devenir la compagne assidue de Marcel, qui mettait dans ses amitiés une ardeur extraordinaire et une sorte de folie. La jeune pensionnaire qui inspira à Marcel les sentiments les plus extravagants était la fille d'un négociant, une grosse personne calme, moqueuse et bornée. Marcel ne la quittait pas des yeux, fondait en larmes pour un mot. L'accablé de serments lui faisait toutes les heures des scènes de jalousie, et lui écrivait à l'étude des lettres de 20 pages, tant qu'enfin la grosse fille impatientée déclara qu'il y en avait assez et qu'elle voulait être tranquille. La pauvre Marcel se retira si abattue et si triste qu'elle fit pitié à ma mère. C'est alors que commença leur liaison, peu de temps avant que ma mère sortît du couvent. Elles promirent de se rendre visite et tinrent parole. Marcel avait pour père le meilleur homme du monde, charmant, avec bien de l'esprit et pas le sens commun. Il quitta la marine sans motif après 20 ans de navigation. On s'en étonnait. Il fallait s'étonner qu'il fût resté si longtemps au service. Sa fortune était médiocre et son économie détestable. Regardant par sa fenêtre un jour de pluie, il vit sa femme et sa fille à pied, fort embarrassées de leurs jupes et de leur en-tout-cas. Il s'aperçut pour la première fois qu'elle n'avait point de voiture, et cette découverte le chagrina beaucoup. Sur le champ, il réalisa ses valeurs, vendit les bijoux de sa femme, emprunta de l'argent à divers amis et courut à Bade. Comme il avait une martingale infaillible, il joua gros jeu à l'effet de gagner chevaux, carrosses et livrées. Au bout de 8 jours, il rentra chez lui sans un sou et croyant plus que jamais à sa martingale. Il lui restait une petite terre dans la Brie où il éleva des ananas. Après 1 an de cette culture, il dut vendre le fonds pour payer les serres. Alors, il se jeta dans des inventions de machines et sa femme mourut sans qu'il y prît garde. Il envoyait aux ministres, aux chambres, à l'institut, aux sociétés savantes, à tout le monde, des plans et des mémoires. Ces mémoires étaient quelquefois rédigés en vers. Pourtant, il avait quelque argent. Il vivait. C'était miraculeux. Marcel trouvait cela simple et achetait des chapeaux avec toutes les pièces de 100 sous qui lui tombaient sous la main. Pour jeune fille qu'elle était alors, ma mère ne comprenait pas la vie de cette façon, et Marcel la faisait trembler. Mais elle aimait Marcel. « Si tu savais, m'a dit 100 fois ma mère, si tu savais comme elle était charmante alors. » Ah, chère maman, je l'imagine bien. Il y eut pourtant une brouille entre elles, et la cause en fut un sentiment délicat qu'il ne faudrait point laisser dans l'ombre où l'on cache les fautes de ceux qui nous sont chers, mais que je ne dois pas analyser, moi, comme tout autre pourrait le faire. Je ne le dois pas, dis-je, et ne le puis pas non plus, n'ayant sur ce sujet que des indices extrêmement vagues. Ma mère était alors fiancée à un jeune médecin qui l'épousa peu après et devint mon père. Marcel était charmante, on vous l'a dit assez. Elle inspirait et respirait l'amour. Mon père était jeune. Ils se voyaient, se parlaient. Que sais-je encore? Ma mère se maria et ne revit plus Marcel. Mais après 2 ans d'exil, la belle aux yeux d'or eut son pardon. Elle lut si bien qu'on la pria d'être ma marraine. Dans l'intervalle, elle s'était mariée. Cela, je pense, avait beaucoup aidé au raccommodement. Marcel adorait son mari, un monstre de petit moricaud qui naviguait depuis l'âge de 7 ans sur un navire de commerce. Comme il possédait des biens à Rio de Janeiro, il y emmena ma marraine. Ma mère m'a dit souvent: « Tu ne peux te figurer ce qu'était le mari de Marcel, un magot, un singe habillé de jaune clair des pieds à la tête. Il ne parlait aucune langue. Il savait seulement un peu de toutes, et s'exprimait par des cris,
des gestes et des roulements d'yeux. Pour être juste, il avait des yeux superbes. Il était français, natif de Brest, et se nommait Dupont. Marcel, poursuivait ma mère, Marcel était folle de son mari. Dans les premiers temps, on avait toujours l'air de les gêner en allant les voir. Elle fut heureuse pendant 3 ou 4 ans, je dis heureuse parce qu'il faut tenir compte des goûts. Mais pendant le voyage qu'elle fit en France, tu ne te rappelles pas, tu étais trop petit. Je me rappelle parfaitement. Eh bien, pendant ce voyage, son moricaud s'enivrait dans des cabarets de matelots avec des créatures. Il reçut un coup de couteau. Au premier avis qu'elle en eut, Marcel s'embarqua. Elle soigna son mari avec cette fureur magnifique qu'elle mettait à tout. Mais il eut un vomissement et mourut. Marcel n'est-elle pas revenue en France ? Maman, pourquoi n'ai-je pas revu ma marraine ? À cette question, ma mère répondit avec embarras. Étant veuve, elle connut à Rio de Janeiro des officiers de marine qui lui firent grand tort. Il ne faut pas penser du mal de Marcel, mon enfant. C'est une femme à part, qui n'agissait pas comme les autres. Mais il devenait difficile de la recevoir. Maman, je ne pense pas du mal de Marcel, dites-moi seulement ce qu'elle est devenue. Mon fils, un lieutenant de vaisseau l'aima, ce qui était bien naturel, et l'a compromis parce qu'une si belle conquête flattait son amour-propre. Je ne te le nommerai pas, il est aujourd'hui contre-amiral et tu as dîné plusieurs fois avec lui. Quoi ? C'est V, ce gros homme rougeau. Eh bien, il raconte de jolies histoires de femmes après dîner dans le fumoir, cet amiral-là, maman. Marcel l'aima à la folie. Elle le suivait partout. Tu conçois, mon enfant, que je ne sais pas très bien cette histoire-là. Mais elle finit d'une façon terrible. Ils étaient tous deux en Amérique. Je ne puis te dire exactement en quel endroit, parce que je n'ai jamais pu retenir les noms de la géographie. S'étant lassé d'elle, il la quitta sous quelque prétexte et revint en France. Tandis qu'elle l'attendait dans les îles, elle apprit par un petit journal de Paris qu'il se montrait au théâtre avec une actrice. Elle n'y put tenir, et bien que souffrant de la fièvre, elle s'embarqua. Je n'en sais pas davantage, mais chaque fois que le ciel est d'un gris tendre et que le vent a des plaintes douces, ma pensée s'envole vers Marcel et je lui dis : pauvre âme en peine, pauvre âme errant sur l'antique océan qui berça les premières amours de la terre. Cher fantôme, ô ma marraine et ma fée, sois bénie par le plus fidèle de tes amoureux, par le seul peut-être qui se souvienne encore de toi. Sois bénie pour le don que tu mis sur mon berceau en t'y penchant seulement. Sois bénie pour m'avoir révélé, quand je naissais à peine à la pensée, les tourments délicieux que la beauté donne aux âmes avides de la comprendre. Sois bénie par celui qui fut l'enfant que tu soulevas de terre pour chercher la couleur de ses yeux. Il fut cet enfant le plus heureux, et j'ose dire, le meilleur de tes amants. C'est à lui que tu donnas le plus, ô généreuse femme, car tu lui ouvris, avec tes 2 bras, le monde infini des rêves. Bonne nuit. Bonne nuit.